ordinateur. Voilà, commençons. Alors, bonjour. Alors, Eloa, donc aujourd'hui, deuxième live qu'on fait ensemble. Merci d'avoir accepté en tout cas. Et bienvenue Un à tout plaisir. le monde, en tout cas aussi, d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport entre notre conjointe et les parents, parce que généralement, il y a des problèmes qui se passent à ce moment-là. Et aussi de tout ce qui est parents toxiques et de la toxicité dans une famille, au sein d'une même famille. Donc, j'aimerais déjà, je vais t'inviter à te présenter et à donner ton expérience sur le sujet, sur tes parents et ton couple, et qu'est-ce qu'ils pensaient de ta femme aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. Donc, salut, moi c'est Eloa, je suis coach dans Leaders Go Wild. On encadre les entrepreneurs, on accompagne les entrepreneurs à exprimer leur plein potentiel en intégrant leurs ombres dans leur entreprise. Moi, je parle beaucoup, avec Davy, on parle beaucoup du sujet des toxiques parce que pour un entrepreneur, son environnement, c'est hyper important et s'il est entouré de toxiques, c'est très difficile de se déployer en tant qu'entrepreneur. Et mon expérience dans le couple et la relation aux parents, d'abord, il faut savoir que quand j'étais adolescente, je ne ramenais jamais, mais jamais, de petits copains à la maison. C'était pas gérable. Et j'avais une injonction tacite qui disait que, non, d'ailleurs, elle n'était pas tacite. Je ne pouvais pas ramener de noirs, d'arabes, de catholiques, de juifs. Du coup, c'était un peu compliqué quand même à trouver dans on Laissez couvrait un quand peu même une très grande d'équilibre. partie de la population, il faut le dire. Et donc en fait, j'avais tellement peur de mon père, de la réaction qu'il pouvait avoir, que je n'ai jamais ramené personne. Et une fois, j'ai eu le malheur de ramener un ex, qui était un ami, hein, donc voilà. Et il a passé un très sale quart d'heure avec mon père. Donc Ah. c'était assez compliqué, mais bon. Et donc après, j'ai rencontré Caro, j'ai rencontré ma femme, et mes parents ont eu le masque de on est ouvert d'esprit et tout va bien. Mhm. Sauf que en sous-texte, c'était elle est pas assez bien pour toi, ta femme, t'imagines, elle a divorcé, elle a brisé une famille, elle est là, elle est que là pour ton argent, c'est une femme vénale. Donc ça a été de la sape comme ça en permanence. Ou sinon, le mieux que je préfère, c'est tu peux venir nous voir à Pâques, on te paiera ton billet d'avion. Et ma famille, Mais non. non, mais non, mais non, pourquoi faire? Donc, ouais, donc ça, c'est l'expérience que j'ai où, du coup, j'avais l'impression un peu de tenir entre les deux bouts, entre mes parents d'un côté en disant oui, ça va, enfin, j'écoute ce que vous dites, mais je vous écoute pas. Et Caro, je leur dis, mais écoute pas ce qu'ils disent en fait, parce que bah, en fait, ça t'est pas dirigé, c'est juste que c'est pas de leur faute. Et j'essayais comme ça de maintenir, tu vois, pour éviter qu'il y ait un conflit qui explose. Et en fait, bah, au bout d'un moment, bah, faut choisir, quoi. Tu peux pas rester au milieu des deux en permanence et te faire taper dessus par les deux. Parce que il y a ta femme qui est blessée, parce que c'est assez blessant quand même ce qu'ils disent, hein, faut pas déconner. Grave. Et en même temps, toi, tu veux pas prendre vraiment sa défense envers tes parents, parce que sinon ça te met en conflit avec eux. Et en même temps, elle comprend pas du coup que tu la défends pas. Et eux, ils comprennent pas que tu la défendes. Et toi, t'es au milieu. Tu sais pas quoi faire. Grave, il faut faire tampon et c'est affreux, quoi. C'est ça. T'as fait tampon combien de temps comme ça? Caro, 2012, 6 ans, 5, 6 ans. Ouah. Oh là. Ouais. J'essayais encore de croire que mes parents étaient idéaux. Oui. Merci, Tévi. J'ai fait un diagnostic surprise, comme j'aime bien le faire, donc voilà, je n'ai pas fait exprès. C'était par vidéo interposée. C'est ça. Ok, bah merci pour d'avoir partagé ton expérience. Moi, de mon côté, donc moi non plus, je ramenais jamais personne, parce que sinon, j'avais tellement peur qu'ils se fassent défoncer, les pauvres. Mais par contre, mon grand frère, lui, ramenait des copines régulièrement à la maison. Et quand mes parents sont divorcés, c'est là où mon frère s'est senti le plus à l'aise pour amener des copines, parce qu'il pensait qu'il était plus libre, vu qu'il habitait tout seul. Sauf que non. Et un jour, il a ramené une de ses copines chez ma mère. Et ma mère a trouvé que c'était le moment opportun
pour ramener tous les vieux dossiers de il n'a pas rangé la vaisselle ou les trucs comme ça à ce Ah oui. moment-là. C'était extrêmement gênant pour tout le monde parce que la meuf, elle avait rien à voir là-dedans, la pauvre. Enfin, je veux dire, elle était venue comme ça. Son mec se fait absolument engueuler comme une grosse merde à côté d'elle. Elle peut rien faire. Et c'était absolument affreux. Et moi, j'avais, de toute façon, quand je vivais avec ma mère, elle se tapait des grosses crises de jalousie quand les hommes, n'importe quel homme disait que j'étais jolie. Donc à ce moment-là, comment dire, elle prenait la responsabilité de ma beauté. Donc elle disait, elle est jolie parce que c'est ma fille. Donc merci, c'est moi, c'est ma responsabilité. Et quand je vivais avec mon père, de toute façon, j'étais en prison, donc j'avais pas le droit de sortir. Donc quand je sortais avec des amis, je disais toujours que c'était des filles. Mais comme mon père s'est remarié avec ma belle-mère, qui elle est aussi encore plus toxique, franchement, mais c'est la belle-mère dans Cendrillon, ma belle-mère, c'est un truc de ouf. Et une fois, donc j'ai menti, évidemment, puisque je ne peux pas sélectionner mes amis selon leur genre, car je ne suis pas sexiste, hein, évidemment. Tu devrais. C'est vrai, ça simplifierait tellement les choses d'être discriminatoire. Donc, un jour, donc, je suis sortie et j'ai dit que j'allais chez une copine. Et ma belle-mère m'a vue partir en voiture. Donc, ce qui veut dire qu'elle a regardé derrière le portail que j'entrais bien dans la voiture d'une fille, ce qui n'était pas le cas évidemment, puisque la personne qui conduisait était un homme. Donc, non seulement elle m'a espionnée, en plus elle l'a rapporté à mon père. Et ça a créé une histoire de ouf à base de 20 appels, toutes les 20 appels en une heure, je crois, un truc comme ça. Quand je m'en suis rendu compte parce que je regardais un film, que je regardais pas mon téléphone, à l'époque, Nokia, ne... 3210. voilà, à l'époque, on regardait pas nos téléphones tout le temps parce qu'il n'y avait pas des applis et des trucs comme ça, quoi. Quand je m'en suis rendu compte et que j'ai enfin décroché le téléphone, je me suis fait incendier et j'ai fait une crise de panique. J'ai tremblé pendant, je crois, à peu près 2 heures. Et j'ai fait de la tachycardie. Et ça a été le truc le plus affreux, l'expérience la plus affreuse de toute ma life. Toutes les relations que j'ai eues après ça, plus personne n'a vu comment dire, mon copain, enfin, mes relations, enfin, comment dire, mes conjoints et tout, puisque évidemment, bah, ça se passait trop, trop mal, quoi. Donc, ils n'ont jamais su. Ah, tu m'étonnes. Ouais, Céline, tellement. Mais Ah, ça me fait penser à quand j'ai présenté Caro à ma famille, j'allais chez ma tante. C'était la première fois que je l'amenais, donc on y va pour le café. Donc je l'amène, c'est la toute première fois que je la présente à ma famille grande, tu vois, genre c'est réunion de famille, il y a mes parents, mon oncle, ma tante, mes cousins, leurs femmes, enfin c'est vraiment la grande réunion. Et on arrive avec Caro, avec le dessert. D'abord, il y a personne qui lui dit bonjour. oula. Il y a personne ne lui dit bonjour. Ils lui disent pas bonjour et tout. Ou bonjour, tu sais, genre salut, enfin, genre de loin et on t'a pas vu. Puis on s'installe et puis là, ma tante ou mon cousin, je sais plus, il sert les cafés et il sert pas de café à Caro. Ah bon? En fait, donc j'ai dû me lever et je suis allée faire le café de Caro. Mais quel est le fuck? Et, et c'était un truc de ouf. Et en fait, il y a personne qui lui a adressé la parole. Mais je te jure, c'était la quatrième dimension, quoi. Et c'était un truc de dingue. Et je me rappelle, on est reparti assez vite, faut le dire. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Et la femme de mon cousin, je me rappelle le lendemain, on travaillait dans la même boîte, elle est venue nous voir en disant, mais en fait, je comprends pas ce qui s'est passé, je suis désolée. Et je lui dis, mais en fait, tu peux être désolée, je comprends, mais regarde bien, c'est la dernière fois que vous me voyez. Et je suis plus jamais retournée. Bah oui, évidemment. Pourquoi tu t'es retournée? Et c'était fou, quoi. Et ouais, c'était incroyable, incroyable. Sans aucune raison. Ah, je vois qu'il y a Céline qui a posté des trucs. Alors, j'ai un souvenir ultra précis de partir en vélo dans le village avec des amis et de mon père qui me course en vélo pour me ramener de force à la maison avec gros drama comme quoi j'avais pas le droit de me promener dans le village. Mais on est en 1950 ou ça se passe comment? Pourquoi? Enfin, laissez-nous, on a le droit d'avoir une vie aussi, un peu, enfin. Et en plus, enfin, je suis sûre que c'est des anecdotes. Enfin, moi, l'anecdote que j'ai partagée sur ma belle-mère qui regarde, j'avais 22 ans, hein.
J'avais pas 13 ans et je me baladais toute seule et tout. Non, non, j'avais 22 ans et j'étais bien en âge de faire ce que je voulais de ma life. Enfin, j'étais majeure. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là. Du coup, ce qui m'amène à me dire que à l'époque, non seulement toi, mais moi aussi, on a fait 3 erreurs. mm, Vraiment, enfin, des erreurs que tout le monde fait de toute façon quand on a des parents toxiques. C'est que d'une part, on sait exactement comment se sortir de la situation. On sait tous que quand il y a un problème, il faut aller parler. Évidemment, la communication est la clé. Euh, mais on le fait pas. D'une part, parce que on se dit de toute façon, mes parents m'écouteront jamais. C'est vraiment le truc, tu te dis, mais de toute façon, ils vont pas m'écouter, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Et le truc, c'est que on fait cette erreur. Bon, évidemment, on a raison. Enfin, je veux dire, moi, je serais allée voir mes parents et je leur aurais dit, vas-y, fous-moi la paix, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc., etc. Ça aurait rien changé, ils auraient pas écouté, évidemment. Mais par contre, ça libère les émotions d'aller en parler et aussi, ça pose le cadre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur dis que ça, c'est pas acceptable, tu vois leur réaction. Tu vois si, comment dire, si la personne te dit ok, j'ai dépassé les bornes, je le ferai plus, ou alors dit non, mais de toute façon, t'as rien à dire, t'es un enfant, t'es qu'une sous-merde, vas-y, fais exactement ce que je te dis, quoi. Et je crois que c'est vraiment un truc récurrent. Je pense que c'est ce que tes parents t'ont dit la première fois que tu les as confrontés, non? Ouais. Ouais. Bah, oui. Moi, mes parents, ils ont pas du tout accueilli ce que je leur ai amené. Ils ont juste dit que je me trompais, que j'avais un esprit torturé, qu'on m'avait lavé le cerveau et que de toute manière, j'avais rien compris et que j'étais une pauvre fille. Ouais, voilà quoi. Donc, c'est. Mais à partir du moment où tu as ce genre de réponse, je vois Céline qui dit et c'est comme ça parce que je suis ton père. Enfin, voilà, c'est Ouais. exactement ça. À partir du moment où tu as ce genre de réponse, des réponses qui n'amènent pas à la discussion et qui n'amènent pas au fait que la situation elle aille mieux pour toi mais elle va mieux seulement pour un de tes parents ou les deux parents parce que eux, ils sont en contrôle de la situation. À partir du moment où tu sais, où c'est explicite, où c'est toi qui as commencé la discussion et que ça n'est plus ton imagination ou alors ça n'est plus sujet à ton interprétation, à partir du moment où tu sais tout ça, c'est là le premier pas vers la sortie du problème en tout cas. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième truc qu'on se dit, c'est de toute façon, ça ne changera rien. Et ouais, mais c'est une erreur pas parce que c'est pas une erreur parce que c'est faux. Évidemment que enfin ça dépend. En tout cas, ça dépend du degré de toxicité des parents. C'est-à-dire que si tu as des parents qui se rendent réellement pas compte de la maltraitance qu'ils sont en train de mettre en place, comme 100% des parents maltraitants de toute façon, à partir du moment où on, on veut s'en sortir, le fait de se dire ça changera rien, et ben ça nous bloque dans l'action et du coup effectivement ça change rien. En fait c'est une prophétie autoréalisatrice quoi. C'est-à-dire que Complètement. tu te dis pas euh, je vais essayer de changer la situation et ça va changer quelque chose pour moi. Non tu te dis de toute façon ça changera rien donc je vais rien faire. Et c'est là qu'est le piège en fait de cette situation. C'est que non seulement on sait que la réponse c'est d'aller dans la confrontation, mais en plus on se dit bah si je vais dans la confrontation ça va être pire que tout quoi. Mm. Et c'est ce que tu devais te dire avant d'avoir vu ma première vidéo, non? Bah, en fait, il y a un côté genre, c'est résigné, je crois. Le bon mot. T'es résigné à ce qui se passe, puis bah, c'est comme ça, quoi. Puis, bah voilà. Ouais, carrément, Ouais. ouais. Tu te dis pas, il y a quelque chose qui va changer, ou alors ils vont m'écouter, ou alors je vais me sentir mieux. Tu te dis juste, bon, bah, c'est comme ça, quoi. Puisque de toute façon, à chaque fois que je leur dis quelque chose, bah, c'est comme ça, tu fais ce que je te dis, de toute façon, t'as pas la responsabilité de dire quoi que ce soit, etc., etc. Ce qui m'amène à la troisième erreur qu'on fait, c'est j'ai peur de perdre tout ce que j'ai. Si jamais j'ouvre ma gueule, bah, non seulement mes parents ils vont me faire la gueule, ils vont m'engueuler, ils vont me laisser tomber, etc., etc. Mais en plus, dans mon couple, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que moi, je me souviens, j'étais en couple aussi quand j'ai commencé à divorcer de mes parents. Et
j'en ai donc parlé à ma psy qui m'a poussée à prendre les meilleures décisions pour moi. Et du coup, de manière totalement naturelle, j'ai voulu en parler à mon mec qui lui-même a des parents toxiques. Bon, je l'ai su après, évidemment. Et du coup, quand je lui en ai parlé et je lui ai dit, mais tu te rends compte à quel point c'est dégueulasse tout ce qu'ils me font? Eh ben, il a rien répondu. Il a répondu à une espèce de silence qui était mais pesant et il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu du soutien, quoi, le soutien dont j'avais besoin. Et c'est à ce moment, et bon, normalement le pire qui aurait dû se passer à ce moment-là, c'est que j'aurais dû le quitter, quoi, parce que bon, bah, à partir du moment où t'as pas le soutien conditionnel de la personne avec qui t'es, je veux dire, surtout dans des situations comme ça ou de maltraitance, ça ne vaut pas le coup de continuer. Mais bon, je n'étais pas totalement aware, je n'étais pas au courant de tout ce que je connais aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas le soutien inconditionnel de ton copain, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir, quoi? Et du coup, ça t'amène à cette zone à la fois de souffrance, mais à la fois de confort, où tu te dis, ben, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ni en parler à mes parents, ni en parler à mon conjoint, et on va rester dans ce statu quo où moi, je souffre et moi, je fais tampon, et puis il n'y a rien qui va changer, quoi. Oui, mais c'est OK que toi, tu souffres. Parce que toi, c'est OK. Non, mais en fait, c'est vrai, hein. Franchement, tu le vis comme ça aussi. Genre, bah, si je peux tenir un peu par les deux bouts et que eux, ils sont heureux, lui, il est heureux, bah, ça va. Tant pis si moi, je souffre. Et en fait, cette espèce d'auto-sacrifice, là, il y a quelque chose de super malsain là-dedans. Et on s'en rend pas compte au départ qu'on est dans ce sacrifice-là, dans cette. Vas-y, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Céline. Genre, moi, je souffre et c'est OK, j'ai l'habitude. Genre, Ouais. bon, je peux encaisser, quoi. En fait, non. Enfin, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais encaisser quand tu es au milieu? Non, quoi. Carrément, ouais. Ouais, c'est ce qu'on se dit pour un peu tout. Et surtout dans les fratries, moi j'encaissais pour mon grand frère, hein, ça c'était. Mais, je me rends compte à quel point c'était absolument absurde cette situation-là à l'époque. C'est-à-dire que comme j'étais la bonne élève et lui le mauvais, quand, par exemple, quand on était dans une école privée où c'était absolument affreux parce qu'on avait des bulletins hebdomadaires, c'est-à-dire que toutes les semaines, on devait faire signer notre bulletin de notes à nos parents. Ça, mais vraiment, mais quelle merde est-ce que c'est, quoi. Franchement, mais ne faites pas ça. Et du coup, ben, on s'arrangeait pour que mon frère montre son bulletin de notes en premier, parce que comme ça, ils sont énervés un temps, mais après, ils sont adoucis par le fait que moi, mes notes, elles soient bonnes, et du coup, on passe à autre chose, quoi. Mais non, en fait, je ne suis pas le punching ball qui fait que tout le monde doit se défouler sur moi et après, ça va mieux, quoi. Enfin, je veux dire, non, ça n'est pas OK. Ça n'est jamais OK d'utiliser de l'agressivité sur quelqu'un. Ça sera jamais. Je vois. Donc Céline dit, bah, en vrai, j'ai vécu ça la semaine dernière, je crois, en mode, OK, je viens de lâcher 80% de qui je suis, mais je sais pas ce qui va remplir ce vide. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Quand tu te rends compte que tout ton entourage est toxique, tu lâches tout le monde et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et c'est ça, je crois que c'est ça qui fait le plus peur aussi dans le fait de confronter ses parents, c'est qu'on a aussi totalement peur de les perdre, quoi. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est malheureusement le risque qu'il faut accepter si tu veux pouvoir avancer. C'est un risque et c'est le risque faut accepter de prendre ce risque-là si on veut avancer. En vrai, tous les parents n'ont pas forcément ces réactions-là. Ce que je disais, Davy, on a quand même des parents assez extrêmes. Moi, je Ouais, vois Caro, quand elle confronte son père, bah, ça passe, quoi. mais carrément, ouais, carrément. C'est ouais, heureusement ils n'ont pas tous cette réaction-là d'agressivité, de violence, de maltraitance. Il y a des parents qui réagissent très bien hein, et qui passent totalement à autre chose. D'ailleurs, souvent, parfois il y a pas la combinaison des deux parents toxiques. Parfois il y a un parent qui est toxique et l'autre qui ne l'est pas. Et c'est possible de pouvoir se confier aux parents qui ne l'est pas et qu'il essaye aussi de faire tampon dans la situation ou alors de faire évoluer la situation pour que la toxicité soit moindre. Je vois Céline qui dit si j'ai pas l'amour de mes parents, qui pourra m'aimer? Et bah, soit. Toi? Ouais, toi.
exactement, ouais, toi. Et je crois qu'il y a un indice, l'indice le plus fort dans, dans toute cette situation de maltraitance, c'est quand euh, tu passes un moment loin de tes parents et que tu te rends compte à quel point tu es soulagé de ne pas les voir, quoi. Mm. C'est, c'est quand même un indice assez fort que si tu te sens mieux sans eux, leur amour, je vois genre le confinement. Oui, le confinement. Le confinement est magique. Mais alors, tous les introvertis de la Terre, moi, je suis ravie du confinement. Grâce au confinement, j'ai l'impression que le monde est enfin fait pour moi. Praise. Personne ne sort, tout le monde reste chez soi. Ah oui, c'est trop bien. Non, mais bon. Pas de small talk. Tout va bien. C'est parfait. J'adore le confinement. Non, mais il y a un travers un peu pervers du confinement, c'est-à-dire qu'il y a tous tes potes extravertis qui commencent à faire des apéros sur Zoom et tu ne peux pas dire que tu n'es pas disponible à cet apéro sur Zoom. Parce que tu es en confinement toi aussi. Donc, tu es un peu obligé d'y aller avec ton air blasé comme ça. Et je pense que doit y avoir aussi certains enfants qui ont ça aussi, quoi. Qu'est-ce que tu peux bien faire qui fait en sorte de ne pas répondre aux appels maintenant que tu es en confinement? Bah, je sais pas. Casser ton téléphone. Et en plus, tu peux pas aller en racheter un autre. Ah, Carrément, on veut pas c'est sortir. la seule solution. Ouais, tu bloques tes parents partout et tu dis que ton téléphone est cassé. Voilà. Non, mais voilà, c'est aussi c'est le comment dire, c'est le travers hyper toxique de cette situation, c'est que d'une part, tu sais que c'est la confrontation la solution, mais d'autre part, tu te dis que la confrontation, elle changera rien. Donc, c'est deux informations qui sont totalement à l'opposé. Et en plus, tu as peur de tout perdre si tu fais quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est terrible. Mais la solution, c'est bien la confrontation. On est d'accord. Oui. Je sais que c'est la solution, c'est la seule solution. C'est peut-être ce qui paraît le plus dur, mais c'est la seule solution. Ou le suicide. Non, franchement, je me rappelle, ça a été une option que j'ai longtemps considérée parce qu'en fait, comme je savais que ça ne changerait rien, comme j'étais prise dans ce schéma-là, en croyant que j'avais perdu, j'étais complètement impuissante et la seule solution, la seule échappatoire que je pouvais penser, c'était le suicide. C'était genre, je me dis, mais en fait, là, je n'en peux plus. Le seul moyen que j'ai de me sortir de cette situation-là, sans faire trop de mal à mes parents, c'est de suicide. Non, mais allô, enfin, voilà les incohérences où ça nous mène. Ouais, ou alors on attend qu'ils meurent. Aussi. Moi, j'avais pas trop envie de mourir, du coup, j'attendais que ce soit eux qui meurent. Parce que je me disais, oh, ça va, ils sont vieux. Comparativement, on a comparé Mathéo, mon fiancé, sa grand-mère a seulement 3 ans de plus que mon père. Donc t'attends, tu vois, t'attends, ils sont vieux, tu te dis t'attends, voilà, quand ils seront vieux, bah moi je serai vieille aussi, j'aurai des grands-enfants, je serai dans la vie active, j'aurai une maison, tout ira bien, et puis bah comme ils vont crever, au bout d'un moment, ça va bien se passer, quoi. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est- la mort de quelqu'un, généralement, c'est pas la bonne solution. Non, je pense pas. Céline, elle me demande si le silence, c'est pas une bonne option. Non mais le silence, c'est la porte ouverte à tous les harcèlements, là. Moi, le silence n'a pas du tout marché avec mes parents, hein. J'ai essayé, évidemment. C'est le premier truc que tu essayes, en fait. Il y a une explosion pendant la confrontation, tu fuis, parce que c'est ça le schéma de la maltraitance. Tu t'en vas très très loin, pendant très très longtemps en disant oh là là, j'ai beaucoup de travail, je peux pas répondre au téléphone. Et puis au bout d'un moment, au bout de 2 semaines où tu te dis bon, 2 semaines, ça commence à être un peu long, je vais devoir répondre au téléphone. Au bout de ce moment-là, ben, t'es obligé de répondre au téléphone, quoi. Il y a du harcèlement et après, il y a de la culpabilisation et plus le temps est long, plus tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Enfin, c'est terrible, quoi. Je sais pas si tu as déjà essayé le traitement du silence avec tes parents, mais moi, ça n'a pas marché, hein. Alors, ouais, j'ai l'impression d'avoir testé l'option confrontation à fond depuis mes 14 ans. Je crois que je fais pas la différence entre ce type de confrontation sans avoir les bails derrière et celle qu'éventuellement je pourrais avoir. Ben,
je crois que c'est pas le tout d'avoir la solution. Il faut aussi savoir comment l'appliquer, quoi. Enfin, je sais pas, la confrontation s'est passée comment, toi, avec tes parents, Eloa? Euh, on l'a fait par courrier interposé parce qu'ils sont au Portugal et que c'était pas. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, Ça s'est super mal passé. Euh, Et puis, ça a fini avec quand même pas mal de lettres d'insultes et tout ça, mais c'est assez rigolo. T'en connais une partie d'ailleurs. C'est rigolo avec le recul, hein, c'est pas rigolo sur le moment. Mais en fait, la confrontation, il y a une différence entre je me prends la gueule avec mes parents et on se gueule dessus et et après on fait bon, bah on fait comme si de rien n'était et on met sur le côté et c'est fini. Ça, c'est une grosse engueulade. La vraie confrontation, elle est venue quand j'ai dit les choses, que j'ai posé le cadre et que je leur ai dit, si vous ne respectez pas le cadre, merci, non merci. Et que quand ils n'ont pas respecté le cadre, j'ai fait merci, mais non merci. Et Voilà. en fait, la vraie confrontation, c'est quand vraiment on est prête à prendre ce risque-là de couper les ponts et dire merci, mais non merci. Je suis plus d'accord. Exactement, ouais. Enfin, après, on n'est pas obligé de couper les ponts et c'est ça que. Alors, je vois que Céline dit j'ai beaucoup fait la carte du si ça continue comme ça, je vous parle plus. Le problème, c'est que ça s'arrête quelques semaines et puis ça revient. Bah oui, justement. Mais enfin, en fait, on a l'impression que c'est un espèce d'ultimatum que de poser son cadre, mais c'est pas obligé de l'être. Je veux dire, on n'est pas. Aucune de nous n'est Madame Irma et on n'aurait jamais pu savoir ce qui allait se passer à l'avance, en fait. Même si on connaît nos parents depuis très longtemps, etc., etc. Enfin voilà, y a, on peut, de toute façon, on ne peut pas savoir. Donc, moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait exactement ça aussi, hein, c'est que j'ai dit à mon père, ok, je veux bien que tu m'appelles, je veux bien que tu me parles, mais il faut que tu me respectes. Et bah, il faut aussi que tu t'excuses pour la manière dont tu m'as parlé, les insultes que tu m'as envoyées. Enfin voilà, je ne pourrais pas passer à autre chose tant que on ne ferme pas ce dossier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a insulté derrière. Donc la réponse était assez claire. Je veux dire, c'est un choix en fait. C'est un choix. Soit tu vis avec des gens qui ne respectent pas tes libertés et qui t'insultent, soit tu vis sans ces gens. Et si la perspective de ne pas vivre avec ces gens et te soulage plus que de le fait de te battre pour qu'ils respectent ton cadre, ben, enfin, saute le pas. Il n'y a pas, d'autres, enfin, il y a pas 40 000 solutions. Et c'est aussi pas obligé d'être, c'est ce que je disais, c'est pas obligé d'être un ultimatum aussi fort. C'est-à-dire que quand tu dis à tes parents, je veux que tu me parles avec du respect, si tu ne le fais pas, on ne se parle pas. Je veux dire, ça leur ouvre la porte aussi au fait de te parler avec du respect. Donc, tu fermes pas la porte. La porte, elle est ouverte dans le respect et la bienveillance. C'est tout. Le fait qu'ils ne le comprennent pas, bah, c'est leur problème, c'est pas le tien. Après, je crois que, en vrai, si ta priorité, c'est vraiment de garder le lien avec tes parents, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des gens où ils ont une valeur famille très très haute et pour eux, leur grande priorité, c'est de garder le lien avec leurs parents. Tu peux aussi, parce que c'est ce que j'ai fait. Si j'ai réussi à tenir 5 ans, 5-6 ans comme ça, à faire le tampon, c'est parce que c'est ce que je faisais. C'est qu'à la fin, je n'abordais que les sujets qui étaient safe. On peut parler de la pluie et du beau temps, on peut parler des animaux, on peut parler des activités, du professionnel, du jardin. Ça passe. Il y a pas de sujet de conflit là-dedans. Il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de toxicité dans ces sujets-là. Je pouvais aussi, dès que ça débordait sur un sujet tac, réorienter la conversation et se dire rien. Donc, de le faire en conscience et de prendre les insultes et juste de les mettre de côté et faire bah, c'est bon, ça va, ça passe. C'est aussi un choix en fait. C'est juste que bah, moi, au bout d'un moment, ça m'a plus convenu et j'ai été pas d'accord de continuer comme ça parce que bah, je me sentais pas entière dans cette relation-là. Mais si ta valeur famille est vraiment haute, tu peux simplement adopter des stratégies pour que ça se passe bien. Mm, carrément. D'ailleurs, j'ai un pote, l'une des valeurs les plus hautes dans sa vie, c'est la loyauté. Et ses parents sont très toxiques aussi. Par exemple, pendant le début du confinement, il avait demandé à son père de ne plus lui envoyer des messages sur le nombre de morts ou alors la toxicité du virus ou les trucs et les machins. C'est un truc qui est anxiogène et on peut le comprendre. Et son père a continué à le faire. Donc il lui a dit, bah, si tu continues, je te bloque. Et il a quand même continué. Mais ce mec préfère
continuer à avoir des liens avec son père plutôt que et passer au-dessus des messages toxiques et du fait qu'il ne respecte pas ses libertés. Et c'est quelque chose qui est possible. C'est complètement possible. Tout dépend, et je te rejoins complètement là-dessus, tout dépend des valeurs que tu as dans ta vie et quelle est la valeur la plus importante. Est-ce que la valeur la plus importante pour toi, c'est la liberté? Toi et moi, c'est clair que la liberté, c'est une valeur qui est très très haut, tu vois. Ça passe au-dessus de nos parents. Donc évidemment, voilà quoi. Après, là, Céline, tu dis un truc qui est super important. Genre, toi, t'es OK avec cette situation-là, mais l'impact, c'est l'impact sur ton conjoint que tu ne supportes pas. Et je pense que là, c'est une discussion à ce moment-là à ouvrir avec ton conjoint. C'est vraiment poser les cartes sur la table. Écoute, je vois, pour moi, j'ai l'impression que la relation avec mes parents et ta relation à mes parents, ça crée ça, ça, ça chez toi. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, quelle relation tu as envie? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Quel cadre tu as besoin que je pose avec mes parents pour que toi, tu te sentes bien et que tu arrives à gérer ça? Ça peut être aussi une discussion ouverte en fait avec ton conjoint pour, si toi, c'est important pour toi de garder tes parents, que lui te supporte dans cette démarche-là et que toi, tu arrives à créer un cadre où ces deux entités-là qui s'opposent arrivent quand même à cohabiter. Complètement. C'est j'ai l'impression que ce qui est dur dans cette histoire de valeur, c'est qu'on va rester, pardon, en pensant remplir une valeur, mais c'est de la fausse bonne idée. Le problème, c'est que mon conjoint est encore persuadé que mes parents pourraient aller mieux. Ah, ils pourraient aller mieux. On change pas les gens. On s'en accommode, oui, mais on les change pas. Ouais, mais après, mes parents, ils peuvent toujours aller mieux, hein. Et ils peuvent toujours me parler, encore une fois, dans le respect et la bienveillance. Ils peuvent le faire. La porte, elle est ouverte, hein. C'est juste que tant qu'ils le font pas, ils me parlent pas. Mais c'est pas grave, ça. Tu vois, enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, Mathéo m'a demandé, je sais plus, il y a un mois ou deux, mais tes parents, ils t'ont pas contacté pour Noël ou alors pour le Nouvel An ou alors pour ton anniversaire et tout. La dernière fois que mon frère m'a envoyé un message pour mon anniversaire, c'était texto. Joyeux anniversaire quand même. Quand même. Alors, même si on t'aime pas, même si on se parle plus, on se souhaite quand même des trucs. Mais c'est drôle. En fait, mon frère et moi, on partage le même anniversaire. On est jumeaux à 4 ans d'écart, quoi. On est nés la même date. Du coup, C'est ouf. Ouais, c'est fou, ouais. Mes parents sont si obsessionnels que ça, ils doivent baiser à la même date pour avoir des enfants qui naissent à la même date. Ah, et du coup, le fait qu'ils disent joyeux anniversaire quand même, non mais le passif agressif, quoi. En un message, joyeux anniversaire quand même. 4 mots. 4 mots. En fait, le bon message, c'était juste joyeux anniversaire. Oui. Point. Pas Mais non. besoin de plus. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais l'admettre. Admettons les gens. Admettons les nouveaux. En fait, bon, on va pas l'ignorer. Bah, si, il y a des. Non, mais c'est vrai, en plus, moi, mes parents, ils m'ont envoyé encore là, un message pour mon anniversaire. Ouais. Le dernier que c'était tu, joyeux anniversaire, et même si nous ne nous parlons plus, tu as quand même été notre source de bonheur pendant 32. Quand même. Quand même. Je crois que quand même. J'adore ces messages passifs agressifs. Moi, je pourrais les décortiquer toute la journée. Franchement, il faudrait que j'en fasse une série de vidéos parce que enfin, je devrais pas en rire en fait. Ça devrait être très triste. Mais je trouve ça drôle le fait que eux-mêmes ils voient pas le fait à quel point ils soient passifs-agressifs. Oh, elle essaie toujours d'entrer. Une personne attend. Mais oui, mais Mais le quand même, c'est un vrai indice, en effet. carrément, ouais. Carrément, c'est Vas-y. Oui, mais non. Ah là là. Mademoiselle Camille, je vois que tu es arrivée. Si tu ne nous entends pas, déjà si tu ne peux pas parler, c'est normal parce qu'on a coupé la vidéo parce qu'on enregistre pour YouTube. Et si tu ne nous entends pas, tu peux, je crois que c'est en bas à gauche. Non, ça c'est coupé mon audio, donc je ne sais pas. Oh bah tiens, elle est repartie. Bon, mais c'est pas grave. Elle est repartie. Elle a faim. Des, des problèmes, des problèmes. Ok, donc je vois, oui, c'est ok d'abandonner l'idée de ce levier. Oui, il y a souvent du oui mais non. Bah ouais, c'est ça la communication toxique en fait. Euh, c'est dans l'implicite.
C'est-à-dire qu'on te reproche des choses que tu n'as pas faites sans jamais te les avoir demandées. Ça, c'est très maltraitant, c'est très toxique de reposer sur l'implicite tout le temps. Et du coup, ça crée des dissonances cognitives chez les gens qui ont des troubles du spectre autistique. Alors moi, si tu me dis une phrase comme ça, mais je pense que je pourrais crier maintenant. Je pourrais partir vraiment en hurlant, en disant ça n'a aucun sens, jamais j'accepterai ça dans ma vie. Ce n'est plus possible, quoi. Je cut. Donc, donc je les ai cut et plus jamais ils font ça. Mais le genre d'anecdote, c'est mon père part 3 semaines en vacances et puis il revient et les plantes sont mortes. Mais ouais, mais il m'a jamais demandé de les arroser. Et moi, ça me serait jamais venu à l'idée parce qu'à l'époque, j'avais 17 ans, quoi. Donc, ça me serait jamais Les venu. plantes sont fous. Sauf si elles se fument. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui, on a le droit de dire ça. Allez. Je sais que langage c'est implicite. Framboisier. Et ça, c'est vachement, je trouve, hyper puissant cette phrase. On te reproche des choses que tu n'as pas faites et qu'on t'a pas demandé. Exactement. Je trouve génial. Exactement. Mais ça, c'est aussi très symptomatique des couples toxiques, hein. Le nombre de meufs qui font ça à leur mec, moi, ça me rend folle. Ça me rend folle, surtout sur les tâches ménagères, quoi. Tu ne l'as pas fait, mais t'aurais dû le faire, même si je te l'ai pas demandé. Non. Et après, ça me rend ouf. Ça, c'est une super source de conflit dans les ménages et dans les relations parents-enfants qu'on voit pas. Et souvent, on en rigole avec Caro parce que c'est un truc de... On dit toujours que les femmes ont une tendance à parler au niveau concept et les hommes ont tendance à parler au niveau concrétisation, projet, tu vois, réalisation de tâches. Ce qui fait qu'on arrive vite à des conflits avec la femme qui dit « Ah, elle pue la caisse du chat ». Puis il se passe rien. Et en fait, après, elle les gueule dessus en disant « T'as pas vidé la caisse du chat !» Mais tu ne l'as jamais demandé, en fait. Donc, en fait, c'est OK de dire... parce que juste en disant « Ah, elle pue la caisse du chat », elle s'attend à ce qu'il y ait une action derrière. Mais si tu veux qu'il y ait action derrière, il faut dire « Ah, elle pue la caisse du chat, est-ce que tu peux la changer ?» Ouais. Et ça, souvent, on oublie cette partie-là parce qu'on est juste dans le concept et on prend pour une évidence ou comme acquis que la personne va agir sur l'idée. Et en fait, non, elle agit sur l'impulsion, sur la demande express. Et parce que je vois déjà les commentaires sur YouTube me parler de la charge mentale. Il y a une différence entre la charge mentale qui est toxique et celle qui ne l'est pas. Parce que la charge mentale qui est toxique, c'est des gens qui, de manière consciente, vont chercher tout ce que tu n'as pas fait pour te le reprocher plus tard. Et j'ai eu une collègue comme ça, carrément, qui, quand je lui donnais un travail, elle cherchait l'erreur que j'avais faite pour pouvoir m'engueuler après. Donc, il y a ça. Il y a une différence entre je ne sais pas exprimer mes besoins et du coup, ça n'est pas fait et c'est totalement OK parce que quand je vais demander à ce que ça soit fait, bah, ça sera fait. Il y a une différence entre ça et je ne vais pas te demander de faire quelque chose et je vais attendre que ça ne soit pas fait pour venir t'en mettre plein la gueule après. Il y a vraiment une différence complète, quoi. Donc, don't come after me. Je connais mon sujet. Ah, c'est une qui dit ma mère me l'a fait sur les tâches ménagères. Je devais deviner quand elle avait besoin d'aide pour les repas, mais également deviner la manière dont je devais l'aider. Ah, bah ouais, mais bon, j'adore ce smiley. Et ça, c'est le truc, c'est trop fort ça. C'est genre, quand tu vas proposer ton aide, on te dit toujours qu'on n'a pas besoin de toi. Est-ce que je peux t'aider pour faire ça? Non, non, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Puis la fois où toi, tu restes assis et tout, tu pourrais m'aider quand même, hein? Carrément. Genre, elle est où la cohérence là? Bah ouais, mais c'est parce que, en fait, le propre de la personnalité narcissique, c'est le contrôle. Et quand la personnalité narcissique n'a pas le contrôle, c'est voilà, c'est le chaos. Et c'est pour ça que, par exemple, ton ex-pervers narcissique va t'envoyer un message 6 mois après votre rupture pour te demander comment est-ce que tu vas. Voilà. En vrai, il veut pas savoir comment tu vas, il veut savoir comment faire pour te manipuler ou faire en sorte qu'il puisse te contrôler à nouveau. Et les parents, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai souvent eu, à chaque fois que je me disputais avec eux et que je m'en allais,
souvent, il venait me chercher parce qu'il savait que moi, j'allais partir définitivement à un moment ou un autre de toute façon. Et il venait me chercher avec le ton le plus mielleux de la galaxie, histoire de dire, bon, bah ça va, le dossier, il est passé, on n'est plus en colère maintenant, tout va bien. Et puis à partir du moment où tu as un moment de vulnérabilité, où tu te sens vraiment bien avec eux, c'est là qu'ils tombent sur la gueule avec le vieux dossier d'il y a 30 ans, ouais, mais quand t'es né, voilà, je sais pas ce qu'ils reprochent, mais il y a toujours un truc. Donc, ouais. Ah, elle dit jusqu'au jour où enfin ça pétait et je comprenais pourquoi elle me faisait la gueule. Oui, mais les personnalités narcissiques, elles font ça exprès, de manière générale. De manière générale, c'est fait exprès de rien dire. Et ensuite, donc, elles disent rien. Et ensuite, elles te reprochent de ne pas l'avoir fait. Et puis, ensuite, toi, tu fais la gueule. Et du coup, tu pars. Et donc, c'est toujours le même cycle, en fait. Tu t'en vas, ils viennent te chercher avec un ton hyper mielleux. Et puis, ensuite, quand ils reviennent, ils t'expriment leurs émotions de la pire manière qui soit, c'est-à-dire avec de l'agressivité, avec de la colère, avec des cris, ou alors avec de la tristesse. Hein. On a déjà eu les pleurs, le chantage, mais de toute façon, je vais mourir, moi, bientôt, tu te rends pas compte, alors que toi, tout ce à quoi tu penses, c'est quand est-ce qu'ils vont enfin crever pour être libres. Ils te font ça et toi, tu fais tu vas mourir. Non, c'est pas ce que tu fais. La bonne blague. Les mauvaises herbes, ça s'en va pas comme ça. Qui dit j'avais pas le ton mielleux, je me sens flouée. Ah bah ouais, mais bon, voilà, fallait Faut pas choisir. tout savoir, hein. Non, mais en fait, ce qui est... Parce que là, on le dit, genre, ils le font exprès, mais ils le font exprès, mais et je crois qu'ils le voient même pas, je crois qu'ils en sont Ouais, même pas conscients, en fait. C'est des schémas qu'ils ont imprégnés et de la manière d'agir comme ça. Parce que après, quand on les décrit comme ça, on dirait des horribles personnes. Mais c'est pas des horribles personnes, c'est juste des gens qui sont tellement enfermés dans des schémas qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. carrément. Ouais, ça, Ils sont c'est en action, réaction, réflexe. carrément. Ça, c'est toute la littérature d'Alice Miller qui explique ça. C'est que tous les adultes qui sont psychopathes, sociopathes, ou pervers narcissiques ou toxiques, 100% du temps, ils ont eu des enfances de merde. 100% du temps, ils ont eu des enfances absolument terribles et ils reproduisent les schémas absolument terribles qu'ils ont eu eux-mêmes. Le truc avec ça, c'est que les schémas sont pas souvent si évidents que ça, en fait. Parce que mon père n'a pas reproduit des schémas de génocide et voilà, et de tuerie et de viol. Enfin, pas que je sache. Je vais pas m'avancer, mais pas que je sache, en tout cas. Et, mais du coup, y a toujours comment dire, ce sous-titre, ce sous-texte de toute façon, c'est familial, c'est notre tempérament, on est un peu dur, voilà. C'est toujours ce truc-là qui revient. Et puis, eux, ils pensent complètement que c'est normal et du coup, ils reproduisent encore et encore le même schéma. Mais évidemment, parce qu'ils n'ont pas fait de travail sur eux. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait de travail sur eux et qu'ils ne le savent pas qu'ils ont le droit de le faire. Je veux dire, sinon, tous les violeurs et tous les criminels, on leur dirait, bon, bah voilà, vous saviez pas que c'était mal de violer cette petite fille, mais bon, bah voilà, du coup, on ne vous enferme pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement que On les est gens... bien d'accord que c'est pas parce qu'ils le savent pas on doit l'accepter. En fait, c'est pas parce que eux le savent pas que nous on doit l'accepter. Exactement. Comme je disais, je dis tout le temps, c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse. Tout C'est à ça. fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est hyper important de vraiment l'intérioriser, quoi. Parce que surtout quand tu as un travail de care, que tu es thérapeute, que tu es infirmier ou infirmière, que tu es dans le médical ou dans le social, c'est hyper important de se rendre compte que c'est pas parce que les gens vont mal que ça les autorise à faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas parce que ah non, mais il est déprimé, c'est pour ça qu'il a envoyé ce message-là. Bah ouais, mais il a envoyé ce message-là. Ça ne rend pas moins ce message agressif et violent et tout ce que tu veux, tu vois. C'est pas parce que mon père il a vécu un PTSD et qu'il a vu des génocides et que je dois excuser le fait qu'il utilise de l'agressivité sur moi. Ça ne fonctionne pas. Et c'est hyper important de le savoir parce que si tu es dans un métier de care, ça voudra dire que si tu acceptes ça aussi des gens
dont tu es censé prendre soin. Donc, et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de se faire maltraiter par les gens dont tu prends soin. Enfin, je veux dire, big nono, quoi. Déjà qu'on prend soin des gens, si en plus ils nous en mettent plein la gueule, c'est non. Tout à fait. Ah, quelle bonne discussion. C'est leur responsabilité d'aspirer à leur propre déclic. Tout à fait, c'est leur responsabilité. Nous, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est d'être qui on a envie d'être et de manifester ce qu'on a envie de manifester et de poser les cadres qu'on a envie de poser comme cadre, en espérant que les personnes avec qui on pose ces cadres, ça les secoue suffisamment pour que ça les fasse réagir et se poser des questions en se disant « Ah, ok, peut-être que je devrais changer. » Et puis, si c'est pas le cas… Bah tant pis, ça aussi c'est pas de notre responsabilité s'ils changent ou pas. Et ça aussi, c'est le truc le plus dur, je trouve, dans le fait d'avoir des parents toxiques, c'est vraiment de faire, ça s'appelle le deuil du parent idéal, c'est-à-dire qu'on doit faire le deuil du fait de pas avoir des parents aussi aimants qu'on aurait aimé, d'une part. Oui, c'est les gens qui doivent prendre soin de toi, c'est les gens qui doivent t'aimer le plus, et c'est les gens que tu devrais aimer le plus, mais c'est pas le cas. Voilà. Désolée, ça n'est pas le cas, c'est des êtres humains aussi. Et il y a certains êtres humains qui ne peuvent exprimer leur amour et leur tendresse qu'avec des insultes et de la violence et des taquineries. Et ça, c'est des trucs que j'ai acceptés pendant très très longtemps, et c'est pour ça que je suis sortie avec des pervers narcissiques. C'est parce que je pensais que ça, c'était normal. Donc, il va falloir faire le deuil de ça. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il va falloir faire le deuil du fait que, évidemment, toute ta vie, il y aura ce manque et que il y a une possibilité que tu ailles chercher aussi des figures parentales pour remplacer celles qui ne remplissent pas leur rôle, quoi. Ça s'appelle le transfert. Et des fois, c'est bien si tu trouves quelqu'un qui est super bienveillant et tout, comme un coach qui peut t'aider, etc., etc. Et des fois, c'est super nul quand tu te sens vulnérable et que tu vas chercher un pervers narcissique. Donc, c'est très important de faire ce travail personnel avec des gens bien. D'ailleurs, c'est cool que toi, tu aies eu une femme qui soit bienveillante et enfin, que, que tu aies trouvé quelqu'un pour faire un couple bienveillant, quoi. Enfin, tu as dû sortir avec plein de gens dégueulasses avant, non? Non, alors en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai eu ma vie étudiante était un peu dissolue où je me traitais un peu comme de la merde et je couchais avec un peu ce qui passait parce que je me prenais pour une poubelle, parce que je croyais que j'étais une poubelle. Et mais en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait un vœu de célibat et pendant 4 ans, en fait, je suis restée seule et pendant ces 4 ans-là, je n'ai fait que du développement personnel. Et ça m'a permis de me construire moi et d'apprendre à m'aimer moi et tout ça. Et en fait, quand je me suis réouverte à la possibilité d'être avec quelqu'un, je m'aimais déjà suffisamment pour attirer quelqu'un qui allait m'aimer autant que ce que moi je m'aimais. Donc, pas toxique en fait, avec de la bienveillance. Et je pense que ça, c'est un des plus gros travaux à faire, c'est de réussir à apprendre à s'aimer pour que la personne qu'on laisse rentrer dans sa vie, elle nous aime au moins autant que ce qu'on s'aime. Ouais, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que quand j'ai fait mon travail de développement personnel, j'ai quitté mon ex. Parce qu'il était pas toxique celui-là, mais c'est juste que je m'aimais assez pour voir tout ce qu'il faisait pas et tout ce que à quel point il n'était pas à la hauteur de ce que moi je voulais dans ma vie, quoi. Donc c'est c'est en ça aussi que le fait de faire le deuil du parent idéal, c'est aussi important. C'est que à partir du moment où on fait ça et on met en place cette confrontation, on met en place aussi le fait qu'on s'aime assez pour trouver quelqu'un qui nous aime autant que nous on s'aime. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, je pense que ça va. Lise. Le commentaire là, je trouve c'est super puissant parce que c'est un truc que moi j'ai vécu. Les souvenirs heureux jusqu'au collège, ou en tout cas moi j'ai des souvenirs heureux jusqu'à mes 7-8 ans. Mais en fait, c'est plus une imprégnation que mes parents ils m'ont donnée à dire que j'étais toujours l'enfant idéal jusqu'à mes 7 ans. Grosso modo, j'ai toujours été une petite fille extraordinaire, de leurs mots hein, et des mots de ma famille, sauf que je me suis rendu compte qu'ils me trouvaient extraordinaire que jusqu'à un certain âge. Et j'ai été extraordinaire tout le long où j'ai été une pâte à modeler. Le moment où j'ai créé
de la conscience, où j'ai créé une personnalité, donc à peu près vers 7-8 ans, où d'un seul coup, tu as ton processus d'individuation qui commence à se mettre en route. Là, j'étais plus quelqu'un d'extraordinaire. J'étais devenue une enfant difficile, j'étais devenue une enfant avec du répondant, avec un caractère pas simple, et tu vois. Et en fait, du coup, j'ai vraiment ce vrai souvenir de famille extraordinaire jusqu'à mes 7 ans. Et après, ça s'est détérioré. Mais pourquoi ça s'est détérioré? C'est parce qu'en fait, avant tes 7 ans, tu n'es pas conscient et tu es une pâte à modeler, donc tu prends tout ce qu'on te dit et tes parents ils t'ont dit que tu étais extraordinaire à cette époque-là, parce que tu faisais Mhm. que ce qu'ils voulaient eux, donc tu n'as pas de notion, tu absorbes tout, c'est tout, tu es une éponge, quoi. Et après tes 7 ans, bah, comme tu commences à avoir des opinions, des idées, tu commences un peu à les challenger, bah là, c'est plus extraordinaire comme vie, quoi. Ouais, carrément. Bah, Je sais pas moi, si tu as vécu ça, toi aussi. non, jamais. Bah, c'était pas possible parce que moi, quand il y a eu ce processus d'individualisation vers 6-7 ans, ils se sont rendus compte que j'étais surdouée. Du coup, j'ai fait mon test de QI enfin, voilà, j'ai jamais été. Moi, j'ai toujours été problématique, même à partir de mes 3 ans. C'est-à-dire je crois que donc j'ai appris à parler très tôt, j'ai appris à marcher très tôt, et vers mes 3 ans, c'est là que j'ai commencé à faire chier ma mère pour apprendre à lire. N'importe quel parent aurait été extrêmement fier de ça, et elle en parle en disant non, mais elle m'a saoulée pendant 3 semaines pour apprendre à lire, et du coup, elle était en avance, quoi. Mais soyez fiers, enfin! Votre fille est hyper intelligente. Soyez hyper fiers, mais quel est votre problème, enfin? Donc, même là, même dans le fait que je sois intelligente, c'était problématique, quoi. Mmh. Ouais, je vois. Quel est le fuck de ça? On ne fait pas ça. Enfin, bref. Donc, je Ah, vois. moi, j'ai pas, j'avoue, pour ça, j'ai été mélodique, quoi. Moi et mes parents, ils avaient la fierté de mon intelligence. Donc, Ah! ça a aidé. Ouais. Non, Bon, bah non. ça aide. Elle a sauté une classe, elle a eu tous ses diplômes avec mention. C'est un Ah, joli paquet. ça va, ouais. Bah ouais, Un mais. peu de statut social, quoi. Ouais, tu vois, donc ça dépend. Ouais. Soit c'est une fierté et ils peuvent se l'approprier, soit c'est encore une raison de te maltraiter encore plus, quoi. Donc, Mm. chacun peut gérer, Chaque parcours, hein. voilà, chacun son parcours. Euh, Céline dit, ça me rappelle quand j'ai failli sauter 2 classes à l'école primaire et que ma mère m'a dit, non, mais tu seras malheureuse socialement. Mais comment le sais-tu, madame? Comment le sais-tu? Ah là là, bah ouais. Mais Et ça, il y a plein c'est ouais. là où c'est important, en fait, parce on a l'enfant à la maison. Elle est elle est intelligente, je veux dire au niveau finesse, stratégie, mathématiques, compréhension, je veux dire scolairement parlant, elle est intelligente. Et Ouais. elle s'ennuyait un petit peu au début dans ses premières classes à l'école. Puis je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu as envie d'aller dans la classe du dessus pour apprendre plus vite? Et là, elle m'a juste dit, non, moi j'ai juste envie de rester avec mes copines. Ah, ok. Voilà. En fait, la question, c'est de poser la question à l'enfant de, est-ce que tu as envie de faire ça? Si oui, ok. Sinon, bah c'est non, en fait. Mm. C'est tout. C'est juste d'ouvrir le choix et de penser que l'enfant est suffisamment sage, même en étant un enfant, pour faire le bon choix pour lui, en fait. Ouais. Mais ça arrive pas avec les parents toxiques, ça n'arrive pas. Parce que les parents veulent Bah, ils avoir le savent contrôle mieux. pour l'enfant. Donc, mais après, euh, des fois, ça peut échapper à leur contrôle. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai sauté de classe, ils n'avaient pas le choix, en fait. Ils n'avaient pas le choix. Enfin, j'étais trop en avance par rapport à tous les autres enfants. Du coup, tous les professeurs leur disaient non, non, il faut la faire avancer parce que ça n'est pas possible. C'était impossible. Et, euh, et comme le système public ne pouvait pas m'accepter alors que j'avais 2 ans d'avance, toutes les écoles publiques ne voulaient pas m'accepter. Je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Du coup, ils ont dû me mettre dans une école privée. Et ça a été vraiment à chaque fois un choix forcé, quoi. Forcé par l'extérieur. Mais je pense que si eux, ils avaient été en contrôle, ça aurait été pareil que toi, Céline. Non, ils m'auraient dit non, mais tu vas être malheureuse, machin, voilà quoi. Mais jamais on laisse le choix à l'enfant de faire ce qu'il veut. Pourquoi faire? On va perdre tout le contrôle. Pourquoi faire? C'est horrible. Céline dit, moi, à 7 ans, je trouvais ça bizarre de sauter de classe. Je pensais déjà qu'elle se trompait. Ouais.
Bah écoute, c'est des choses qui arrivent, hein. Les parents se trompent, même s'ils essayent de te faire croire le contraire. Carrément, ouais, carrément. Ben, Le parent toxique n'a jamais tort, n'oublie pas. ah oui, c'est vrai. Le parent toxique n'a jamais tort. Mais ça aussi, c'est une longue discussion, hein. Le parent toxique n'a jamais tort. Le parent toxique ne s'excuse jamais. Ouais, le parent toxique ne. Mais je pense que c'est un truc qui allait vraiment très très loin, par exemple, dans ma famille, où un jour, je crois que mon grand frère a dû aller voir un thérapeute en cachette. Parce que, je sais pas, un jour, ça lui a pété, il a décidé de faire une réunion de famille. De famille, on était trois, hein. On fait une réunion de famille avec moi et ma mère, quoi. Et lui dire, bon, bah voilà, tout se passe mal, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? Et là, elle a commencé à partir en un monologue qui avait rien à voir, à nous embobiner, à s'excuser pour un truc qu'on lui reprochait pas, et à dire, bon, bah c'est moi, je me suis excusée, je me casse. Ok, mais en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on te demande. C'est incroyable, quoi. Du coup, tout comme aujourd'hui, j'ai du mal à reconnaître que j'ai tort parce que j'ai vraiment l'impression que je vais être exclue si j'ai tort. Ah, ben non. Mais aussi, ça dépend de comment on voit les choses. Moi, je pars du principe que tout le monde a tout le temps raison aussi. Ou tout le temps tort. Ou tout le temps tort. Voilà, exactement. Mais comment est-ce que tu veux voir la chose? Et comme tout le monde a tout le temps raison, parce qu'on a chacun notre propre vision de la réalité, si la personne en face de moi pense que à un moment donné, je l'ai blessé ou quoi que ce soit, j'ai pas à invalider ses émotions et son point de vue. C'est arrivé. Donc je peux de tout à fait me délester de un, je m'excuse ou un, j'ai eu tort, parce que ça va immédiatement me procurer du soulagement à la personne en face, quoi. Donc pourquoi s'empêcher de le faire? C'est un truc il me semble que tu as eu aussi, Eloi, le fait de pas s'excuser, de. Moi, mon père ne s'excusait jamais. Et si je me lui disais que je me sentais mal, il me disait que c'était ma faute de me sentir mal. Ouais. Ou que j'avais pas raison de me sentir mal. Mais jamais il m'a dit je m'excuse, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Mm. Non, mais ça, c'est, c'est vraiment très caractéristique aussi de nier tes émotions, il n'y a aucune légitimité dans les émotions. Enfin, tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très caractéristique des personnalités toxiques. C'est-à-dire que c'est toujours toi qui es trop vulnérable, trop sensible. Ouais, t'es hypersensible, T'en fais des caisses. ouais, t'en fais des caisses, t'es susceptible, tu te vexes hyper facilement, voilà. C'est toujours toi qui prend tout mal, mais par contre, eux, ils s'excusent jamais. Ce qui est incroyable, quand même. Parce que juste toi, t'as pas d'humour, c'est tout. Mais la légende raconte qu'ils se sont déjà excusés dans leur vie, hein. C'est pas. Je suis sûre en fait que c'est déjà le cas. C'est juste que toi, de toute manière, dans tout ce brouhaha, tu ne l'as jamais entendu. C'était pas possible en fait de m'entendre. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y a Camille qui dit, ma mère a exactement le même comportement. Mais oui, c'est tellement caractéristique des personnalités toxiques de pas s'excuser, d'être toujours dans dès qu'il faut s'excuser, hop, je change de conversation, je trouve un autre truc qui s'est passé il y a longtemps où tu es encore fautif. Enfin, ça, c'est vraiment hyper, hyper caractéristique. Ils font tout ça. Ils font tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça enfin, le truc, c'est que les solutions, on les connaît en fait. On sait que il faut arriver à la confrontation. On sait qu'il faut exprimer nos émotions. On sait qu'il faut exprimer notre point de vue sur telle situation qui s'est passée mal parce que il y a ça qui a été dit, etc., etc. On sait quel comportement on aimerait qu'il change. On sait qu'est-ce qu'on veut garder pour nous et qu'est-ce qu'on veut pas. Mais c'est pas parce que tu sais qu'il faut manger des légumes et faire du sport pour maigrir que tu vas le faire en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est pas parce que tu as la solution que t'es pas complètement paralysé par tes propres habitudes ou alors tes propres émotions et que tu vas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Enfin, je veux dire, comment dire, c'est Caroline qui me disait que tu as quand même été accompagnée, tu vois, quand toi, enfin, tu t'es rendu compte que tes parents ils étaient toxiques, quoi. Il y avait elle, il y avait moi aussi qui disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis indignée. Je suis indignée, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah. Et voilà.
Et voilà, il faut être complètement accompagné, quoi. Parce que sinon tu te rends compte de rien, quoi. Ouais, tout seul, c'est difficile de faire la part des choses parce qu'en plus, comme en face, on a des gens qui nous disent de toute manière, on a tort, qu'on se trompe et qu'on a faux. On Mm. n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vrai pour nous, ce qui est faux pour nous, vraiment. On n'arrive plus, en fait. Ouais. Et on en vient à douter de ses propres souvenirs, de ses propres ressentis, de sa propre histoire. Et on n'arrive plus, en fait. C'est juste, tu as l'impression, à un moment donné, je disais à Caro, mais en fait, je suis en train de devenir folle. Je sais même plus ce que je suis en train de. Enfin, je sais plus. Ouais, moi aussi, je me souvenais plus du tout. Je me souvenais plus du tout ce qui se passait. Je savais pas pourquoi je me vexais. Je savais pas pourquoi je voulais pas prendre le téléphone, que j'avais peur comme ça. Pourquoi est-ce que je m'enfuyais? Enfin, je me demandais vraiment qu'est-ce qui va pas chez moi. Et j'avais aucun regard objectif sur la situation, puisqu'à chaque fois qu'on me disait, à chaque fois que je m'enfuyais et que j'avais une réaction vraiment allergique à la situation, on me disait que c'était de ma faute et que c'était moi qui étais toujours trop sensible. Donc c'était impossible de me rendre compte de la situation toute seule. Il a fallu avoir de l'aide, savoir où est-ce que j'étais réellement sensible et où est-ce que il y avait un truc qui était intolérable. Souvent, il y avait un truc qui était intolérable. Faut se l'avouer. Disons-le, disons-le. Camille qui dit j'ai réussi il y a à peu près 1 an à comprendre tout ça. Et Céline qui dit je me souviens trembler de rage face à l'injustice que je ressentais quand on me disait que je me trompais dans mes souvenirs. Je me souviens avoir un malaise devant un feu d'artifice et ma mère qui me dit que je suis une chochotte. Eh ben dis donc, hein. Quand, euh, c'est typiquement le genre de truc que mes parents ils feraient, ça. Je me ramènerai à la maison en disant que j'ai un cancer, qui me dirait oh mais c'est bon, vas-y, stock et lapin. Franchement, t'es vraiment trop sensible, quoi. T'es vraiment une chochotte, hein. Oh, voilà, hein. Non mais c'est fou quand même. Ah, les gens. Donc oui, c'est important de se faire accompagner pour se rendre compte, et aussi important de se faire accompagner bah, eh, pour mettre en place la confrontation. Parce que la confrontation peut très bien se passer, mais de toute façon, on se fait des films avant, comme quoi ça va très mal se passer. Donc il y a des professions autoréalisatrices, et déjà, rien qu'avant, il faut se faire accompagner pour ça. Et si ça se passe mal, et quand ça se passe mal, il faut se faire accompagner aussi, parce que il y a souvent des harcèlements. Toi, c'est ce que tu as vécu, typiquement les harcèlements, les messages, les appels, les faux comptes Facebook, les gens de la famille à qui tu n'as pas parlé, qui reviennent te parler. Toi, tu as eu, mais moi aussi j'ai eu. Hein, j'ai eu les oncles et les tantes. J'ai eu des gens qui n'étaient même pas de ma famille qui m'ont envoyé des Moi messages. aussi. Moi aussi. Les gens, pourquoi tu me parles, quoi? Parce que j'ai vu ton père, il était triste. Mais mon gars, tu l'as vu avec moi et tout, en train de m'insulter ou pas? Donc, Et puis, est-ce que tu sais dans quel état moi je suis? Est-ce que tu en as quelque chose à foutre? Non, ferme ta gueule. exactement, ouais. Et ça, c'est aussi un des symptômes, c'est que euh, eux, qu'ils aillent mal, c'est la fin du monde. Mais que toi, t'ailles mal, mais t'es une chochotte. Quel est le fuck? Tout le monde a raison, tu vois? Tout le monde a raison. Comme tout le monde a raison, on devrait prendre en compte comment dire, les émotions de tout le monde, quoi. Et voilà. Il y a Céline qui dit c'est drôle parce que moi, les gens extérieurs, c'était souvent ouah, t'as tellement de la chance d'avoir un parent comme ça, votre famille est vraiment géniale. Ah oui, ah oui, ah les narcissiques. Ah ouais. Ah oui, tes parents, ils sont toujours géniaux, hein. Moi, ah, ton père, il a l'air trop gentil, mais j'avais envie de leur dire, mais c'est lui le pire des deux. Il dit qu'il est gentil. C'est lui le pire des deux. En plus, mon père, c'est le sauveur, c'est l'anesthésiste, c'est celui qui fait de la péridurale quand t'accouches. Donc évidemment, toutes les femmes enceintes de la région, elles connaissent mon père et elles kiffent. Ah, il est trop gentil, machin, il m'a donné de la drogue. Ouais, bah tu m'étonnes, tu le kiffes. Il t'a donné de la drogue. Et c'est souvent ça, mais toi aussi, ça a dû être la même chose. Quand t'as divorcé de tes parents, ouais, mais tes parents, ils souffrent, ils vont pas bien, ils sont tellement gentils, comment tu peux leur faire ça? Puis ils sont vieux. Ah oui, c'est ça, ils sont vieux. Ah,
l'argument de ils sont vieux quand même, ils sont vieux quoi, donc faut pas déconner non plus. Voilà, c'est ça, c'est le chantage à la mort, le chantage à la vieillesse. Oui, ils sont vieux, donc t'as plus beaucoup de temps à rester avec eux. Non, mais c'est quoi ce chantage, quoi? On fait pas Puis ça. alors moi, en termes de parents géniaux, excuse-moi, ils ont quand même adopté un enfant, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ils ont, ils ont adopté un enfant. Ils ont accueilli un enfant qui n'était pas le leur dans leur foyer, quoi. Oh là là, quoi. Ils ont sauvé un enfant. Allô? Mais c'est des saints. C'est des Hmm. saints, voilà. Donc, c'est toi, c'est toi la pièce rapportée, c'est toi qui es folle, évidemment. Bah oui. Donc, il y a Camille qui dit, personnellement, je sais que si je coupe les ponts avec ma famille, personne n'essaiera de me contacter. Mais s'ils sont tous toxiques, c'est pas plus mal, hein. Enfin, je jette une idée comme ça. Je jette une idée, c'est pas plus mal. Parce que même si ta valeur familiale, elle est très haute, on va jouer au jeu du tu préfères. Tu préfères Tu préfères pas avoir de famille et construire ta famille bienveillante et cool, ou alors avoir une famille, mais qui va te péter les couilles jusqu'à ce qu'il meure. C'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères, tu vois? Parce qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est toujours dans ces moments-là que tu as le pote qui a plus ses parents, qui soit les a perdus, soit a été abandonné, qui vient te voir et qui dit moi, j'ai pas de parents, ok? Et tu préfères quoi? Ok? Tu préfères avoir pas de parents ou alors des parents qui te tapent sur la gueule? Vas-y, choisis. T'as toujours le pote qui est moins bien le TikTok, il te dit toi t'as de la chance. Mais Ce grave. pote-là est toxique si jamais. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée. Il y a celui qui dit j'aurais pu vendre mes parents à plein de potes, mais fais-le. Fais-le et deviens riche. Exact, fais-le et deviens riche. C'est terrible. Il y a toujours le pote. Il y a toujours ce pote. Ce pote, ouais, qui a pas de parents. Là, j'avais ma meilleure amie qui était comme ça. On a été amis pendant plus de 13 ans, je crois. 15 ans, un truc comme ça. Et jusqu'à ce que je me rende compte qu'à chaque fois que je lui parlais, en fait, je lui parlais pas. C'était moi qui l'écoutais. Parce que elle, tu vois, son père, il a abandonné. Et du coup, et moi, je me permets d'abandonner toute ma famille. Ok, ton frère, il a essayé de te violer, mais quand même, C'est ton franchement, frère, quoi. ton frère, quoi. Puis ça reste dans la famille, ça va. C'est ça. Ça va passer sur YouTube, ça. Pardon. Vraiment, les gens, entendez bien. C'était fini. Et le pire, c'est que ça me fait rire. C'est ça qui est affreux. On fait des blagues sur les enfants violés. C'est terrible. Ah, et celui qui dit sauf une fois au chalet, c'est vrai. Cette référence. Tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas, celle-là. C'était un vieux, un mec qui avait été accusé d'avoir violé ses filles. Et il se fait interviewer en sortant du tribunal et il dit moi, j'ai jamais violé mes filles, à part une fois au chalet. Quelle horreur. Quelle horreur, on fait des blagues là-dessus, c'est devenu un mème, c'est terrible. Je suis désolée pour ces filles, si jamais elles me regardent, je pense pas. Hein. Je pense que si jamais elles tombent Non, sur non, cette vidéo, je suis ça désolée. n'enlève rien à leur malheur et à toute la compassion qu'on peut avoir pour elles. Exactement. Il y a Camille qui dit aujourd'hui, je suis au stade où j'ai mis pas mal de distance avec ma famille, que ce soit sentimentalement ou autre. Bah, des fois, tu es obligé, en fait, je pense. Moi, j'ai un peu de mal à dire parce que ça choque les gens plus que parce que c'est pas une vérité vraie, mais j'ai un peu de mal à dire que j'ai jamais réussi à créer de contact émotionnel avec mes parents, ce qui est normal parce que quand on te reproche des émotions, bah, tu te réfugies dans le fait de ne pas en avoir. Donc, c'est, comment dire, c'est un peu normal. Et surtout, à partir du moment quand tu fuis et que tu te rends compte que, enfin je le dis souvent, mais quand tu fuis et que tu te rends compte que t'es mieux quand t'es loin que quand t'es avec eux, là vraiment faut se rendre compte qu'il y a un problème, quoi. Il y a un réel problème. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour en revenir au sujet principal, la confrontation, euh, il faut leur parler, il faut crever l'abcès, il faut gérer ses émotions, mais surtout il faut être complètement accompagné pour ça, quoi. Et c'est pour ça que, roulement de tambour, je vais te demander de ne pas activer ton micro, Camille, non, parce que justement, comme on va faire passer ça sur YouTube, après on va voir en gros le. Bon, bref, je sais pas pourquoi je justifie. Je vais te demander de ne pas le faire. Sinon, ça va être
un cauchemar ensuite. Mais je te laisse envoyer des messages si jamais tu as quelque chose à nous dire et on répondra très très vite. Donc ce que je disais, oui, ce qui nous amène à, comme il faut se faire accompagner, il reste 3 places pour mon accompagnement Toxic Free. Yeah, pour accompagner les gens, pour avoir des relations apaisées avec sa famille, avec son conjoint, avoir de la sérénité, savoir répondre au téléphone quand nos parents ils nous appellent, organiser des réunions de famille sereines sans avoir à faire le café de sa conjointe quand elle vient dans notre famille, n'est-ce pas? Du coup, c'est 6 mois d'un accompagnement de groupe, mais comme ce n'est que 3 places, il y a un cadre quand même intime, donc il y a un partage d'expérience, c'est ça qui est positif, mais c'est quand même un cadre intime parce qu'on est 4 en tout, puisqu'il y a moi, mais parce que vous n'êtes que 3, donc ça c'est super cool. Et quand vous serez là, et que vous prendrez l'accompagnement et que on commencera le truc, pendant 6 mois, il y aura des réunions hebdomadaires sur Zoom où on pourra tous parler des problématiques. Aussi, il y aura des séances d'hypnose pour tout ce qui est blocage inconscient et le fait de gérer ses émotions pour aller confronter ses parents, parce que c'est pas toujours évident. Et entre les séances, je reste complètement disponible sur Messenger ou sur WhatsApp pour gérer les situations de crise, évidemment, parce qu'il y en a souvent quand on divorce de ses parents, des petits harcèlements, des petits trucs comme ça, donc il va falloir gérer. Mais ça se passe toujours dans la légèreté. On arrive à faire des blagues sur les bébés violets, donc on peut, on peut faire des blagues sur le divorce avec ses parents. Tout va bien. Il y a Céline qui dit le groupe c'est hyper important je trouve pour comprendre qu'on n'est pas hystérique. Effectivement, parce qu'on se trouve très souvent hystérique quand on doit confronter ses parents vu qu'on n'a jamais été dans l'expression des émotions. Donc voilà. Donc si c'est un truc qui vous intéresse pour prendre l'accompagnement, il y aura un lien, je sais pas si je le mets là ou non, mais je vais l'envoyer de toute façon par mail à tous ceux qui sont inscrits. Un lien pour prendre un appel avec moi. Et du coup, ça sera sur une page et tout en bas, il y aura le lien pour prendre un appel avec moi si jamais vous voulez en discuter et voir si c'est le bon accompagnement pour vous. Et si, moi, je trouve aussi que c'est le bon accompagnement pour vous parce qu'il faut quand même que je vois qui vous êtes. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, Éloi? Si vous voulez vraiment entreprendre cette démarche-là et avoir un couple harmonieux et des relations harmonieuses, vraiment, faites-vous accompagner. Et sinon, ce sera vraiment très dur de passer à travers. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement, être bien entouré. Et le truc, c'est que tant qu'on n'est pas passé par toute la partie développement, dev perso, je m'aime, j'ai nettoyé beaucoup mon environnement, en fait, on se rend pas compte. Mais même ses meilleurs potes, ils entretiennent l'environnement toxique, l'écosystème toxique qu'on s'est créé avant. Et donc, on peut pas compter sur eux. Et sans un point de vue objectif de l'extérieur complètement à notre environnement, c'est très, très difficile de faire cette démarche. Carrément, ouais. Ouais. Parce que souvent, quand on a des parents toxiques, les gens les plus proches de nous le sont aussi. Donc, c'est difficile d'entreprendre la démarche de se libérer des gens les plus importants sans devoir faire le ménage de tout le reste. Donc, vous avez beau avoir trouvé quelqu'un de génial dans votre vie, il va falloir faire le ménage et c'est mieux d'être accompagné pour ça parce qu'il y a des trucs sales dans les coins. On le sait. On le sait. On a vu le squelette dans ton placard. Nous sachons. Donc voilà. Donc si j'enverrai le lien de toute façon et voilà, faites-vous accompagner de quelque manière que ce soit. Surtout l'accompagnement permet de ne pas tâtonner dans la douleur avec l'écosystème bienveillant. Ouais. Exactement, ouais. Exactement ça. Pas se sentir complètement hystérique tout le temps, et puis pas se demander est-ce que c'est moi qui suis sensible, est-ce que c'est moi qui suis trop sensible, ou est-ce que c'est vraiment de la violence psychologique. Ouais, c'est vraiment impératif. Ouais. Impératif, c'était le bon mot. Et le mot de la fin. Exactement, le mot de la fin. Parce que je commence déjà à plus avoir de voix et ça fait bientôt 1 heure là, donc quand même.
Donc, comme je l'avais dit, je remets cette vidéo sur YouTube. Là, je pense que je vais la reposter directement, comme ça fera la vidéo de 18h30. Et merci à tous d'être venus. Enfin, à toutes. On n'était que des femmes. À toutes d'être venues. Merci beaucoup. Allez, salut. Alors.